Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. À quelques mois des élections législatives au Gabon, une partie de l'opposition appelle au respect du calendrier électoral. Parmi elles, Démocratie Nouvelle, la formation qui s'engage à veiller au respect des actes du dialogue d'Angondjé. Bilan plutôt positif pour le Fonds national de développement au Rwanda. Sa valeur est passée d'1,45 milliard de francs rwandais en décembre 2017 à 1,77 milliard de francs rwandais au 31 janvier 2018. Et en Afrique du Sud, Funda Ninja lance un programme pour s'occuper des animaux de compagnie. L'activité qui regroupe des enfants de 8 à 15 ans permet à ces jeunes de s'éloigner de la criminalité qui sévit dans les townships. Depuis le 10 janvier 2018, le Gabon s'est doté d'une nouvelle constitution issue en grande partie des accords du dialogue national. Cette nouvelle loi est selon les observateurs un pas vers une sortie de crise. Pour l'opposition dite démocrate, il faut désormais, après les législatives, réaliser les actes du dialogue politique. C'est un reportage de notre envoyé spécial au Gabon, Chérif Ousmane Bardonka. Au Gabon, la cause aux 143 sièges de l'Assemblée nationale est déjà ouverte. Véritable test politique après le dialogue d'Angondjé, initié par le président Ali Bongo, les législatives d'avril 2018 marqueront un pas vers une sortie définitive de crise post-électorale de 2016. Si une partie de l'opposition entend bafouer cette consultation électorale, pour une autre dite démocratique, les législatives ne pourraient être la seule voie de décrispation du paysage politique gabonais. Il y a des actes tels que la prise de mesures en vue de décrisper le paysage politique, de continuer à le décrisper. Ces mesures, c'est par exemple la libération de ceux des prisonniers qui restent à cause des événements du mois d'août 2016. Ça peut être par une mise en liberté provisoire, ça peut être des mesures de grâce présidentielle si des décisions judiciaires ont déjà été prononcées. Nous voulons que ce dossier, qui est un dossier important, parce qu'il contribue à l'apaisement définitif de la situation, puisse être mené, disons, à un rythme plus soutenu qu'il ne l'est aujourd'hui. Lors de son premier congrès extraordinaire tenu à Libreville du 16 au 17 février 2018, le parti de René Demezo s'est restructuré et sa politique générale a été réaffirmée. Le directoire du parti, autrefois composé d'un président et des vice-présidents, est désormais constitué d'un secrétariat permanent avec des membres ayant des attributions bien précises. La nouvelle équipe dirigeante s'est résolument engagée à veiller au respect des actes du dialogue d'Angondjé. Pour elle, la mise sur pied du Centre gabonais des élections qui veillera au bon déroulement des prochains scrutins est impérieuse. Le Centre gabonais des élections est destiné à se substituer à l'ancienne CENAP. C'est une structure qui va donc désormais organiser les élections. Elle est importante parce que dans le mode de désignation de son président, qui est un appel à candidature, une élection de personnalités indépendantes, mais par un collège formé à parité de représentants de la majorité et de représentants de l'opposition, c'est important. Lorsque cette structure sera en place, elle sera une avancée importante dans le sens d'avoir un processus démocratique beaucoup plus transparent, beaucoup plus crédible et donc moins contestable. Face à une opposition morcelée tant par les idées que par les méthodes et les solutions à apporter pour une sortie de crise et une participation aux prochains rendez-vous électoraux, Démocratie Nouvelle se positionne comme un parti progressiste et panafricaniste, respectueux des institutions républicaines. Bien qu'étant une jeune formation politique, le parti compte sur le dynamisme de ses jeunes militants, l'expérience politique de ses cadres pour conquérir le Gabon et relever ses multiples défis politiques. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite des biens mal acquis en Guinée équatoriale après la condamnation en octobre du vice-président Théodore Nguema Obiang-Mongué. La France plaide pour un retrait de l'affaire devant la Cour de justice internationale. Que faut-il attendre de cette reprise des audiences? Élément de réponse avec Badawe Adidjatou et Solange Dubois. Peine de 3 ans avec sursis, accompagnée de 30 millions d'euros d'amende, telle était la sentence de Théodore Nguema Obiang-Mongué à l'issue du procès des biens mal acquis porté devant le tribunal correctionnel de Paris en octobre 2017. La Guinée équatoriale avait alors accusé la France de violation de l'immunité diplomatique de Théodore Nguema Obiang-Mongué. Mais pour la France, la Cour internationale de justice n'est pas adaptée à gérer cette affaire, conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Ainsi, devant les juges, ce lundi 19 février, la délégation française plaide pour démontrer l'incompétence de la Cour internationale de justice. Il serait étonnant que le procureur s'étant saisi puisse accepter selon des pressions de type politique, parce que c'est là qu'il s'agit, alors que la procédure n'est pas allée à son terme. Les conséquences seront qu'il y aura un jugement. Depuis le début du procès en 2016, les tensions montent entre les deux pays et la Guinée équatoriale, qui s'est dite offensée par le traitement de la France, avait même en janvier évoqué une implication du pays dans la tentative de coup d'État déjouée en décembre 2017. Une information finalement démentie il y a quelques semaines par le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapito Mba Mokuyi. Au programme de ce nouveau chapitre judiciaire, 2 plaidoiries prévues pour les journées du mardi 20 et du vendredi 23 février. Les relations entre la France et la Guinée équatoriale, dans la mesure où il s'agit ici du fils du chef de l'État en exercice et par ailleurs vice-président du pays. Donc cela sera considéré comme une attaque frontale de la part de la France à un pays africain encore, ce qui va alimenter certainement les positions de ceux qui sont pour le retrait des pays africains et des juridictions internationales, ou donc d'adopter des positions assez rigides face à l'ingérence, ce qu'ils considèrent comme l'ingérence des pays occidentaux dans leurs affaires internes. Pour rappel, selon la justice française, Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel président de la République, se serait bâti illicitement en France un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. La France avait d'ailleurs déclaré que la Guinée équatoriale avait tenté de faire passer un immeuble privé pour un bien public à usage diplomatique. Introduit en juin 2016 au Rwanda, le Fonds national de développement affiche des résultats satisfaisants. Le rapport de sa première année d'activité montre une croissance générale de 13,6% et 9,7% en 2017. Toutefois, le fonds connaît encore des difficultés, notamment la compréhension de ce modèle d'investissement par les populations. Reportage de notre correspondant Frater Ndaki Aïsang. Le produit est sur le marché rwandais depuis bientôt 2 ans. Le Fonds d'investissement national, lancé en juillet 2016, a pour but de promouvoir la culture de l'épargne et de mobiliser des ressources financières à l'échelle nationale pour stimuler la croissance économique. Et les chiffres de la première année d'exercice témoignent du bilan positif présenté par les responsables du fonds dénommé Iterambere. Je pense que le fonds performe très bien. Le premier fruit, c'est de voir ce bénéfice de 9,7. Le second, c'est quand on voit qu'il y a des gens qui s'engagent à continuer à investir régulièrement leur argent dans le fonds, parce qu'il y a ce qu'on appelle de Systematic Investment Plan, là où les gens continuent à contribuer ou à souscrire dans le fonds. Comme l'indique le rapport du mois de janvier 2018 du Rwanda National Investment Trust, la valeur du fonds Iterambere est passée d'1,45 milliard de francs rwandais en décembre 2017 à 1,77 milliard de francs rwandais au 31 janvier 2018. Sur une base annuelle, le fonds a connu une croissance de 9,7% et 13,6% depuis sa création. Le domaine de définition d'investissement de ce fonds, de 70 à 100%, nous investissons dans les obligations. Donc les billets des trésors ou bien des bons de trésor ou bien les dépôts à terme dans des banques. Environ 2000 personnes ont déjà investi dans le fonds et 30% contribuent d'une façon régulière. Mais malgré l'avenir prometteur de cette initiative, le taux de participation reste faible. Une situation qui est largement due à la non-compréhension de son nouveau concept pour le public rwandais. Ils ont entre 8 et 15 ans et apprennent à prendre soin des animaux de compagnie, une activité à plein temps qui leur permet de passer moins de temps dans les rues. Ils peuvent être exposés à la criminalité. Initiée par Funda Ninja dans un township de Durban en Afrique du Sud, l'activité vise également à responsabiliser les enfants. Solène Duplessis. En Afrique du Sud, les enfants de la banlieue de Mpofomeni, dans la province du KwaZulu-Natal, sont invités à passer leur après-midi à jouer avec leurs chiens. Ces enfants de 8 à 15 ans participent au programme Funda Ninja, qui signifie apprendre avec un chien en zoulou.
L'objectif est de leur apprendre à s'occuper de leur animal de compagnie de façon responsable, avec amour et respect, des valeurs qui ont un impact positif sur la vie de ces enfants. Nous voyons des enfants qui grandissent dans la confiance, l'estime de soi. Ce sont des conditions idéales pour être responsables. Nous voyons une différence aussi auprès des chiens qui sont très rarement mal nourris ou négligés. Les enfants sont fiers de leurs animaux, la communauté est fière d'eux. Prendre soin de son animal, une activité à plein temps. Le dispositif a également pour ambition d'éloigner ces enfants qui viennent des townships voisins de la criminalité. Dans un pays où le taux de criminalité est parmi les plus élevés au monde et dans lequel 27% de la population est au chômage, de nombreux jeunes sud-africains sont exposés à la drogue et à la violence. J'ai commencé en tant que bénévole à Funda Nenja en 2012. À cause de ce qui se passe dans nos quartiers, les garçons rentrent dans la drogue et d'autres mauvaises choses. Je ne voulais pas rentrer dedans, moi. L'initiative de cette formation est soutenue par des dons et des sponsorings. Depuis le début du projet en 2009, les parents et les tuteurs parlent d'un nouvel espoir pour l'avenir des enfants des townships. Le programme, qui a débuté avec 12 stagiaires, en compte maintenant 81 à chaque séance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.